L'équipe centrale de Spous Jibal, une équipe qui se trouve à côté de moi, est entièrement composée de courges. Les courges sont une race intéressante. Je pense qu'à bien des égards, elles sont comme les humains, et à bien d'autres égards, elles ne le sont pas. Honnêtement, la plupart des espèces extraterrestres pourraient être décrites ainsi. Il s'avère que la pensée intelligente est assez similaire dans la plupart des mondes. Beaucoup de différences se résument à des différences culturelles. Une espèce extraterrestre pourrait ne pas être plus différente de moi qu'une personne née au Japon, en Inde ou sur Mars, même s'il faudra peut-être attendre un certain temps avant que cette colonie ait une culture qui lui soit propre. Il y a bien sûr les différences biologiques qui ont indéniablement un effet. Les orangs, par exemple, sont pratiquement immunisés contre la plupart des températures élevées. Ils peuvent vivre confortablement dans les mêmes plages de température que moi, à une exception près, le froid. Leur dépendance biologique aux métaux liquides signifie qu'ils ne supportent pratiquement rien en dessous du point de congélation du mercure. Heureusement, leur sang n'est pas toxique, le mercure qu'il contient étant lié à toutes sortes d'autres composés. Le premier jour du cours de Mademoiselle Force a été très instructif à ce sujet. Les gourdes, en revanche, sont tout le contraire. Ils ne sont pas faits de glace ou quoi que ce soit, mais leur sang est pratiquement de l'antigel et ils commencent à souffrir de coups de chaleur à partir de 29 degrés C. C'est vraiment un coup de chance cosmique, la plage de 15 à 21 degrés C soit confortable pour pratiquement toutes les espèces, juste assez chaude pour que la plupart des substances organiques importantes restent liquides et juste assez froide pour qu'elles ne se transforment pas en gaz, à quelques exceptions près bien sûr. Il y a toujours des exceptions, comme les Fargon-Knut, qui passent toute leur vie dans des combinaisons, sauf lorsqu'ils sont sur leur planète natale, qui est littéralement une géante gazeuse. Je me suis toujours demandé ce que ça ferait de parler à un nuage. Mais le seul Fargona que j'ai vu n'a rien en commun avec Moae. Leur coin au Sunspire CAF est un environnement totalement clos et sous haute pression qui me tuerait, laisse. Trayons sont une autre espèce un peu intéressante en matière d'extraterrestres. Ils sont aussi simples que possible, littéralement humains. Mais leur peau est de différentes nuances de bleu ou de couleurs proches du bleu, et leurs cheveux sont identiques, mais rouges. Ils sont également quelque peu amphibiens. Leur monde natal est une sorte d'océan envahi par la végétation, avec des masses terrestres constituées d'anciennes colonies bactériennes, de champignons et de plantes. Son ciel est recouvert de nuages permanents qui enferment le monde entier dans divers types de systèmes orageux. Contrairement à nous, ils ne descendent pas du singe, mais sont beaucoup plus proches de leurs ancêtres poissons que nous. Ils ont donc des poumons et des branchies, et leurs mains sont légèrement palmées, un peu aplaties, mais rien d'extravagant. C'est très subtil et, d'après ce qu'on m'a dit, très différent de leur apparence naturelle. Ils ont recours à beaucoup de génie génétique pour se rendre plus présentables aux autres races. La reine Lariel en est la preuve vivante de cela. Il est impossible que ce soit naturel. Autre chose. Les gourdes sont apparemment l'opposé de la modification génétique, qui est totalement interdite dans l'espace des gourdes et largement désapprouvée par les quelques communautés de gourdes qui existent en dehors de leur empire. Ils ont une sorte de fierté culturelle pour leur biologie naturelle, ce qui est logique étant donné que la plupart des espèces sont si fragiles par rapport à eux. Ils se considéraient probablement comme une sorte de race supérieure jusqu'à notre arrivée. Quoi qu'il en soit, leur monde était le seul monde mort de la galaxie à avoir donné naissance à l'espèce sapien avant l'arrivée de la Terre. Mais si Buar éprouve de la rancœur à ce sujet, il cache très bien, non pas parce qu'il n'en a pas l'air, mais parce qu'il le cache parfaitement. Et pourtant, parfois, bizarrement, il ne le cache pas. Parfois, il me regarde clairement de haut, et d'autres fois, il est à la fois respectueux. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il me défende quand j'ai demandé à l'entraîneur de me laisser essayer. Et puis, à peine quelques minutes plus tard, il s'en est pris à moi comme s'il voulait que j'échoue. Je n'arrive tout simplement pas à cerner ce type, et c'est le problème auquel je suis actuellement confronté. Après mon cours de biologie de l'après-midi, je pars au terrain de GBO pour m'entraîner. Ces gars-là sont très dévoués. Quand j'arrive,
Ils sont toujours déjà en train de faire des exercices et de s'entraîner à des formations. Je n'ai jamais vu à quoi ressemblent leurs échauffements et nous ne faisons jamais d'exercices ciblés. Je suppose que nous sommes censés nous occuper de ça pendant notre temps libre, sur le terrain où nous jouons. Mon incapacité à rebondir fait de lui le meilleur capitaine pour les matchs d'entraînement. Lui est son meilleur ami contre moi et le autre nouveau de l'équipe. Oh, ils ont détesté ça, et moi aussi au début, mais ils ont vite changé d'avis après que je leur ai montré comment faire une boucle. Je n'arrive pas à croire qu'aucun d'entre eux n'ait pensé à essayer ça pour garder la possession du ballon. Leur premier réflexe quand quelqu'un est sur leur talon, c'est de lancer le ballon à la personne suivante, et c'est à ça que se résument ces entraînements. Moi qui essaie de nouvelles façons de garder la possession du ballon tout en continuant à avancer vers le but, tandis que Buard s'entraîne aux les formations défensives qui ont fait sa renommée et celle de son équipe en cherchant des moyens de me reprendre le ballon. À un moment donné, nous avons même travaillé ensemble pour mettre au point une stratégie qui utilise la feinte que j'ai réalisée lors des sélections. Maintenant, notre plan de jeu consiste à trouver des moyens qui me permettent de garder le ballon suffisamment longtemps pour que le reste de l'équipe soit assez fort pour repousser les autres sets, rendre presque impossible de m'arracher le ballon des mains. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver un angle pour tirer le ballon qui nous donnera la plus grande distance possible, puis d'avoir quelqu'un de l'autre côté prêt à l'attraper. On ne peut pas marquer si le ballon n'est pas dans les mains, donc une fois qu'on est aussi près du but que le permettent les règles, on doit le faire à l'ancienne. Mais aujourd'hui, je suis un peu à côté d'un exercice et l'entraîneur siffle. « Arrête, Brock, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas dans le coup aujourd'hui, n'essaie pas de le cacher, tu sembles raide et tu ne bouges pas avec ta fluidité habituelle. Némé dit pas que Buard t'a fait peur, je sais qu'il a l'air menaçant, mais c'est juste son caractère tient de son père, qui était l'un des meilleurs joueurs de Jal de la galaxie. Eh bien, c'est une nouvelle information. Je ne pensais pas que Buard venait d'une famille de sportifs. Encore une chose qu'il cache très bien. Non, coach, tout va bien. J'étais juste un peu pressé d'arriver, vous savez. Le cours a été un peu long et Flick avait quelques questions. Et quand que je me suis rendu compte que je n'avais plus de temps pour mon échauffement, je lui ai expliqué « Je suis sûr qu'il comprendra, c'est l'université après tout, le J-Ball n'est pas notre profession et parfois d'autres choses arrivent. » Mais au lieu de cela, il a semblé perplexe. « Échauffement, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu viens ici pour t'entraîner. À quoi ça sert de le faire avant? Je me rends vite compte que ça va encore être le même refrain. Les humains font quoi pour faire de l'exercice? Mais j'espère que ce ne sera pas le cas. J'explique un peu plus en détail que c'est peut-être juste un malentendu. Je marmonne. Je marmonne aussi autre chose, mais pas assez fort pour que les autres entendent, avant de continuer mon échauffement. Tu sais, c'est juste pour détendre un peu les muscles et les articulations, parce que rester assis pendant des heures, ça peut être vraiment pénible, et je dois assouplir mes articulations. En plus, l'entraînement aide à faire circuler le sang et à rester en forme, répond-il, secoue la tête. Non, je ne sais pas. Il faut rester en forme. J'avais l'impression que les humains n'avaient pas besoin de combinaisons comme les Fargo Nuts. Je me trompe, les humains sont-ils faits de boue ou de gaz? Je soupire. C'est vraiment une autre particularité des humains. Hein? Plus j'apprends que je suis spécial, moins je me sens spécialet, plus je me sens spécial. Oui, malgré tout, je continue. À vouloir éviter? Je me démarque trop, même si jusqu'à présent j'ai échoué lamentablement. Non. Non, tu ne te trompes pas. Oh mon Dieu. Comment dire? Je tape à nouveau du pied en cherchant mes mots. Donc, le corps humain est comme une machine. Oui, je veux dire, la plupart des corps le sont. Mais notre corps est une machine. Il essaie constamment d'être aussi efficace que possible, n'est-ce pas? Les machines plus grandes consomment plus d'énergie pour fonctionner, donc si nous n'avons pas besoin d'être plus grands, notre corps ne le sera pas. Il va simplement se réduire. Enfin, pas exactement. Il y a beaucoup de nuances biologiques, de petites choses, et je ne suis pas très clair moi-même. Mais ce que je sais, c'est que nous avons un dicton. Utilise-le ou perds-le.
Et car si nous n'utilisons pas souvent une partie de notre corps, elle a tendance à rétrécir jusqu'à disparaître, du moins en partie, surtout les muscles et certaines parties de notre cerveau. Donc, si je veux rester grand et fort, je dois m'assurer de vraiment travailler mes muscles régulièrement, en gros tous les jours. Notre entraînement ici fait des merveilles pour ça, mais parfois, certaines zones sont un peu négligées et le fait d'être un apesanteur, cela signifie qu'il y a des tonnes de groupes musculaires qui ne sont tout simplement pas utilisés très souvent. Donc je m'occupe de cette partie et je le fais généralement avant d'arriver sur le terrain, comme je l'ai expliqué. J'ai vu la confusion grandir au sein de l'équipe, puis le coach a demandé en quoi consistait exactement cet entraînement. J'ai pensé leur expliquer immédiatement. Puis je me suis rendu compte que s'ils n'avaient aucune notion d'exercice, beaucoup de termes ne leur diront rien, sans compter que je doute qu'ils sachent même ce que sont les groupes musculaires humains. Je pense donc qu'il serait plus simple de vous montrer, mais j'aurais besoin que la gravité revienne. La norme de l'académie est de moitié inférieure à la gravité terrestre, mais le simple fait d'en avoir un peu aide. Le coach acquiesce, puis d'un simple geste sur son hologramme, il désactive les générateurs de Zerg sur le terrain. Heureusement, les obstacles flottants ne sont pas mal conçus et génèrent chacun un petit champ qui leur permet de flotter doucement au lieu de les écraser au sol. Après ça, je commence à m'entraîner en expliquant ce que je fais. La première chose que je fais d'habitude est assez simple, quelques étirements pour m'assouplir. Je me penche en avant pour toucher mes orteils, ce qui étire mes mollets et pas mon dos. Je ne comprends pas vraiment comment ça marche, mais je sais que quand je me penche pour toucher mes orteils, je le sens dans les tendons derrière mes genoux être le long de l'arrière de mes tibias. Je fais d'abord quelques étirements des jambes, d'abord d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce que mes genoux touchent les sols, juste pour assouplir les tendons de mes cuisses et de mes pieds. Je fais ensuite quelques torsions pour étirer mon dos, et le tour est joué. Aucune partie de mon corps n'est tendue. L'expression sur leur visage pendant que je faisais tout ça était assez amusante. Vous voyez, certains d'entre eux semblaient avoir du mal à comprendre comment je faisais certains de ces étirements, quelques-uns m'ont imité, et j'ai dû me retenir de rire car ils pouvaient à peine atteindre leurs tibias, sans parler de leurs orteils. Le coach a simplement continué avec une question. « Ça vous aide à garder des mouvements fluides ?» J'ai acquiescé. « Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, c'est juste la première chose que je fais. La plupart de ces étirements n'ont, en fait, rien à voir avec les mouvements du Djebalil aident juste à faire les exercices. » Il hoche la tête, semblant comprendre, même si ce n'est qu'un peu. Je vois. Et les exercices eux-mêmes, je vais les faire maintenant, dis-je en me mettant directement au premier. Les pompes sont assez simples, se mettre au sol sur la pointe des pieds et se redresser. Ça ne sert à rien pour toi si tu ne gardes pas le dos droit. C'est tout l'intérêt en fait. Les pompes ne font pas vraiment travailler les bras autant que les épaules et le dos pour les bras. Il faut faire des tractions. Je n'ai pas de barre. Ici, et la gravité rendrait l'exercice inutile, donc je les saute après ça, juste quelques squats pour faire travailler mes cuisses, quelques exercices de base, pour les jambes, où je m'assois et lève simplement la jambe. Il y en a aussi que je ne peux faire qu'à la maison après l'entraînement, et comme ils nécessitent un équipement spécialisé, ils m'aident énormément pour mes quadriceps, car la course est principalement un exercice cardiovasculaire, ce qui m'amène à une autre question du coach Ferran. Ton cardio, c'est cardiovasculaire? Tu entraînes toutes tes veines et artères? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, vu à quel point j'étais affaibli par les imitations comiques de l'équipe un peu plus tôt. Non, 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 non. Ce n'est pas si ridicule que ça, enfin. En quelque sorte, je suppose techniquement, ce ne sont pas littéralement les veines et les artères, c'est surtout mon cœur, parce que le cœur est aussi un muscle, mais il fonctionne déjà tout le temps, donc la seule façon de le rendre plus gros et plus fort, c'est de le faire travailler, très dur, ce qui signifie simplement dépenser autant d'énergie que possible. La course à pied est un moyen très facile et pratique de le faire démontrer ça. Je commence par faire quelques tours, je cours autour du terrain, et ce n'est pas du tout comme quand je cours dans mon dortoir privé, où la gravité est artificiellement maintenue au niveau de la Terre, donc c'est assez normal, mais ici, à l'académie, la gravité est vraiment environ la moitié de celle de la Terre, ce qui signifie que chaque pas est une sorte de bond, et
Je dois faire attention à ne pas trébucher, mais marcher reste assez facile, surtout depuis que mon père a pensé à ce détail et a fait faire des chaussures scolaires sur mesure avec des poids à l'intérieur pour cacher à quel point j'ai du mal à marcher. Sinon, après le 3e tour, il m'appelle avec une légère inquiétude et me demande depuis combien de temps je fais ça. Je hausse les épaules et réponds que je ne sais pas, jusqu'à ce que je sois vraiment fatigué ou qu'il soit l'heure de l'entraînement. C'est la dernière chose que je fais, donc c'est un peu aléatoire. Alors que je passe devant lui pour commencer mon 5e tour, il me retient et me dit « Donc, tu augmentes artificiellement ton rythme cardiaque par une activité physique intense, tu sollicites intentionnellement tes muscles sans autre but que de les utiliser, tu fais cela pendant de longues périodes jusqu'à ce que tu sois fatigué et tout cela ne cause aucun dommage à ton corps ?» Je secoue la tête. Non, ça en cause, c'est sûr. C'est justement ça le problème. Ça endommage mes muscles, puis ils se réparent et repoussent un plus gros. C'est comme ça que ça marche. Ils ne servent pas, ils rétrécissent. On les utilise et ils se détruisent. Puis, de nouveau, plus gros, poussent à leur place. Maintenant, ils ont tous l'air horrifiés. L'un d'eux s'écrie tandis que Buard durcit simplement son expression. Tu détruis intentionnellement ton corps. La chose sur laquelle tu comptes pour survivre et faire tout ce que tu fais tous les jours avant l'entraînement où tu sollicites ton corps déjà encore, plus ton corps déjà endommagé. Tu sais bien qu'on ne s'entraîne qu'1 heure parce que tout risque supplémentaire de blessure lié au jeu est très grave. Une fois qu'un joueur perd un muscle important, cela peut prendre des semaines pour qu'il se répare et il ne repousse, certainement pas plus gros. Si c'était le cas, on le ferait tous tout le temps, tous les jours, juste avant l'entraînement. Buard l'interrompit en répétant exactement ce que j'avais dit. Ma routine ne dure qu'une 20aine de minutes. La réalité frappa tous les autres d'un seul coup. Le coach parle maintenant. Je vois que les humains se blessent, délibérément parce que les blessures les font grandir. Tout ce temps, notre entraînement intense et très actif, l'un des plus rigoureux de toute l'académie, n'était qu'une phrase maintenant. Un peu apologétique, pas beaucoup plus qu'un entraînement léger pour moi, je veux dire. Ce n'est pas rien de manœuvrer avec les obstacles, surtout pour mes bras, mais avec tout en apesanteur et tout, ce n'est vraiment pas difficile de se déplacer. Pas du tout comme le football sur terre, où nous jouons essentiellement le même jeu, sauf qu'il n'y a pas d'obstacle à part les autres joueurs, et que nous passons de heures à courir sur un terrain, encore et encore. Et les règles sont aussi très différentes. Et le ballon est plus aérodynamique. Le silence, juste le silence. Et cela en disait long sur ce qu'il venait d'apprendre. J'espère vraiment ne pas recevoir un appel d'un médecin pour passer d'autres tests. Pire encore, j'ai reçu plusieurs appels de médecins, la plupart desquels sont des analystes sportifs. J'ai essayé de les repousser, mais apparemment, mon père en a entendu parler et a décidé que c'était une bonne publicité. Alors me voilà dans une sorte de centre de recherche biologique avancée, avec toutes sortes de nouveaux appareils et dispositifs branchés sur moi, dans un endroit immaculé blanc et doré. Même ici, dans ce lieu scientifique, ils adoptent l'éthique de conception la plus goody de l'académie. Les scientifiques eux-mêmes sont un mélange de races. Il y a bien sûr un gourde, mais aussi un orient et un 3e que je n'avais jamais vu auparavant. Ils ressemblent un peu à des méduses géantes flottantes, mais avec des yeux exeux qui semblent être des protubérances osseuses tout le long de leurs tentacules qui bougent de manière inquiétante pour manipuler des objets. Ça me donne la chair de poule, mais je ne le montre pas. Ok, Monsieur Hansen, la méduse commence. Tout le monde à l'AC porte un équipement de traduction spécialisé et pour la plupart des espèces, ça va assez qu'il est difficile d'entendre leur voix normale, mais celle-ci a pris plusieurs secondes avant que la traduction ne se mette en place. Pendant ce temps, je pouvais clairement entendre les gargouillements et les bulles qui semblaient constituer leur voix naturelle. Je suis le professeur Yukar du département d'études cellulaires de Sunspire. Je pense que vous avez déjà rencontré le docteur Soffenhat, mais le professeur l'interrompt-il, a cette apparence typique des gourdes, grand, avec une peau blanche presque transparente, couverte d'écailles très transparentes et le visage plat avec 4 yeux et 2 fentes nasales.
À la place des cheveux, il y a des épines épaisses et denses qui se courbent vers le bas et vers l'arrière, ce qui leur donne un aspect presque prédateur, comme dans ces vieux films Aliens contre Predator, sauf qu'ils portent une blouse de laboratoire et qu'ils n'ont pas la police effrayante Plasma Caster Gregor. Je suis professeur au département de cinématique de Sunspire, c'est-à-dire que j'étudie la façon dont toutes les créatures, dit-il en plissant légèrement les yeux. Nous ne sommes pas ici pour vérifier vos affirmations, cela a été assez facile à faire par communication à distance. Je trouve troublant que nous ne semblions en apprendre davantage sur l'humanité qu'à travers vos pitreries. Néanmoins, bien que nous ayons reçu une confirmation, nous n'avons rien reçu d'autre. Nous avons besoin de détails. Il désigna alors tout l'équipement qui encombrait la piécette, surveillait chacun de mes mouvements, notamment un moniteur cardiaque que je reconnaissais et dont je voyais l'affichage changer à chaque fois que je bouge. Mais je ne peux pas vraiment dire ce qu'ils enregistrent. Oui, professeur Font, c'est exact. Nous aimerions vous demander, monsieur Hansen, de simplement faire l'un de vos exercices habituels, dans la mesure du raisonnable, bien sûr. J'ai entendu dire que courir de longues distances est l'un de vos exercices, mais il serait difficile d'enregistrer cela avec un équipement aussi statique. Une demande a été faite au département d'ingénierie pour reproduire un appareil Humana cette fin, mais nous ne l'avons pas encore reçu. Une fois qu'il sera prêt, je vous interromps. Oui, je suis sûr que mon père approuvera une nouvelle série de tests une fois que vous aurez un tapis roulant. Pour l'instant, finissons-en. Je ne peux pas dire que je ne suis pas un peu frustré, mais c'est comme ça. J'y suis habitué à présent, pour le meilleur ou pour le pire. Je commence par mes étirements habituels, mais le docteur Sofnet, le professeur Yukar, commence immédiatement à examiner et à étudier les machines. Mais le professeur Font semble plutôt m'étudier en me fixant intensément. Vous remarquez à quel point vos tendons semblent être faits d'un matériau très élastique, mais ils ont clairement un point de rupture où ils deviennent plastiques. Vous semblez capable d'identifier exactement ce point et d'étirer vos tendons juste avant ce seuil. Je vois que l'élasticité est la clé du fonctionnement de votre corps, semble expliquer Sanart avant de commencer les étirements. Les tendons semblaient présenter une sorte de pliage complexe dans leur structure, mais à mesure qu'ils s'étiraient jusqu'à leur limite, les plis se défaisaient comme des nœuds dans une corde, puis disparaissaient après être revenus à leur état initial. Cela explique pourquoi les étirements l'aident. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les molécules organiques extrêmement longues peuvent s'emmêler comme des câbles électriques primitifs et perdre une partie de leur élasticité. En les étirant régulièrement jusqu'à leur limite, vous vous assurez que ces liens ne deviennent jamais trop longs et vous maintenez ainsi une élasticité maximale. J'acquiesçais, faisant semblant de comprendre ce que cela signifiait. Oui, bien sûr, oui. Les étirements facilitent les étirements. C'est ça? C'était maintenant au tour de Fond de faire une remarque. Ce n'est pas une propriété inhabituelle, de nombreuses espèces terrestres dépendant de tendons élastiques pour se déplacer, bien que votre amplitude de mouvement soit exceptionnellement élevée pour ceux qui ont une structure corporelle typique. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. « Oh, ce n'est rien. Vous devriez voir nos gymnastes. Ils font des choses incroyables. Il existe même une profession physique pour ceux qui ont des articulations particulièrement mobiles. Nous les appelons des contorsionnistes, parce qu'ils se contorsionnent. Je crois qu'il y en avait un qui se faisait appeler le bretzel humain. » Les différents scientifiques se regardèrent d'un air perplexe, comme s'ils s'accordaient silencieusement sur quelque chose avant que Yukar ne prenne la parole. « Nous devrons demander plus d'informations à ce sujet à la Terre. Pour l'instant, passons au test de résistance musculaire. Je préfère toujours les phrases étrangement spécifiques. Passons à l'exercice suivant. D'accord. Je suppose que je vais commencer par des pompes. Au moment où je me suis mis en position, Font a dit « C'est une position intéressante. Est-ce censé imiter une méthode pour se relever du sol et se mettre debout ?»« Non. » ai-je répondu. « C'est destiné à mettre tout le poids du haut de mon corps sur mes mains afin que je puisse pousser avec mes triceps, mes pectoraux deltoïdes. C'est ce que font les sapins. » Font m'interrompit cette fois-ci.
Il y a beaucoup d'interruptions aujourd'hui, tout le monde semble un peu nerveux. Heureusement, nous avons trouvé des informations sur les groupes musculaires humains dans le cadre de notre échange. Les capteurs indiquent également que les groupes identifiés comme les obliques et les abdominaux sont sollicités. C'est toujours fascinant d'observer des muscles organiques en action. Surtout les vôtres, semble dire M. Hansen. D'accord, je peux commencer? Non, Fond me fait signe de commencer. Alors que je faisais ma toute première pompe, plusieurs machines ont commencé à faire du bruit, m'incitant à m'arrêter. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Que se passe-t-il? Les deux scientifiques se sont empressés de déduire pourquoi ces avertissements apparaissaient. Pendant ce temps, Font a répondu « Ces avertissements indiquent des dommages structurels. Ils ont détecté des déchirures dans les protéines de vos muscles dès que vous avez commencé à les solliciter sérieusement. De petites déchirures sont normales lors de tout mouvement, mais elles sont souvent si petites qu'elles se réparent en un rien de temps. Ces avertissements sont là pour vous signaler qu'aide déchirures plus importantes commencent à se former, et c'est ce qui s'est produit au moment où vous avez commencé l'exercice. » Yukar se tourne vers moi. « Ça va? Vous ne ressentez pas de douleur intense? » Non, je me sens bien. Une pompe, c'est à peine assez pour vraiment faire mal. Mais je veux dire, le but est bien de les endommager. C'est comme ça que fonctionne l'exercice. Je me demande un instant si je me connais vraiment. Sanout prend la parole, son visage reflétant les lumières clignotantes de machine et un écran qui justifie à lui seul un avertissement pour risque d'épilepsie, comme indiqué dans le rapport. Mais pour que ce niveau de dommage se produise avec si peu d'activité, les muscles humains doivent être particulièrement fragiles. Mais ces mesures indiquent également que l'intégrité réelle de vos cellules musculaires est loin d'être compromise. En fait, les dommages sont déjà en cours de réparation. Vos cellules semblent être conçues pour répartir constamment le poids afin de compenser les dommages. Dès que certaines cellules se rompent, les autres se dilatent pour supporter leur charge. Cela explique votre rapport sur le temps que vous passez à faire de l'exercice. Vos muscles sont conçus pour s'épuiser tout en continuant à fonctionner. Malgré cela, cela n'a aucun sens. Pourquoi ne pas avoir simplement des muscles plus forts dès le départ? Quel type d'évolution aurait pu conduire à ce type d'adaptation? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis peut-être pas totalement ignorant en matière de biologie, mais je ne suis pas non plus un scientifique. Je ne peux pas parler de ce genre de choses. Je n'en ai aucune idée, docteur. Vous voulez que je continue? Les tentacules osseuses de Yar semblaient trembler. Seulement si vous êtes prêt à le faire, nous ne voudrions pas vous pousser à vous blesser dangereusement pour les besoins de notre recherche. Ce n'est vraiment pas grave, docteur. Je m'entraîne jusqu'à l'épuisement tout le temps, tant que je prends les repos nécessaires. Tout va bien, je vous rassurais le reste de mon temps là-bas. C'est déroulé à peu près de la même manière, je me suis entraîné. Les machines gémissaient à cause des dommages que je leur infligeais et elles. J'ai constamment vérifié pour m'assurer que je ne cachais pas ma douleur. Ils semblaient regarder avec horreur croissante alors que j'échouais à certains exercices. Mes muscles ne fonctionnaient tout simplement plus. Apparemment, ils ont encore du mal à accepter que je puisse tolérer l'entraînement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de muscles vivants pour continuer les exercices. Pour ma part, c'est une bonne brûlure. Je vais probablement devoir prendre un jour ou deux de repos avant de reprendre l'entraînement. Essayer de pratiquer ce sport alors que j'ai très mal, c'est comme demander à se déchirer un muscle de la mauvaise façon. Quelques jours plus tard, ils m'ont rappelé. Ils avaient récupéré le tapis roulant et c'était l'heure des tests de course. Même refrain. Ils pratiquaient ce sport alors que j'ai très mal. C'est comme demander à se déchirer un muscle de la mauvaise manière. Quelques jours plus tard, ils m'ont rappelé, ils avaient reçu le tapis roulant et c'était l'heure des tests de course. Même refrain, ils ont confirmé une grande partie de ce qu'ils avaient appris la veille. Les muscles humains sont en fait très fragiles par rapport à ceux de la plupart des espèces, mais ils sont spécifiquement adaptés pour échouer et compenser les cellules musculaires qui les entourent. Puis ils guérissent et redeviennent plus gros afin de pouvoir soutenir les cellules plus anciennes qui, lorsqu'elles sont défaillantes. Il est maintenant temps de passer aux tests cardio, comme vous l'avez dit, explique Sanad.
Nous sommes intrigués de savoir comment votre cœur parvient à imiter ce processus alors qu'il n'est pas en mesure de tolérer la défaillance, à moins que vous ne soyez sur le point d'expliquer comment les humains peuvent survivre sans battement cardiaque. Je secoue la tête. Non, non, pas du tout. Pour être honnête, je suis moi-même un peu curieux. Je ne sais pas grand-chose de la science qui se cache derrière tout ça. Je sais juste que lorsque je fais du cardio, mon rythme cardiaque s'accélère, et si je le maintiens à ce niveau pendant que je me fatigue, mon cœur finit par battre plus lentement et plus fort. Les cœurs forts battent moins souvent que les cœurs faibles. Ils acquiescent, comprenant au moins la curiosité de base. Le professeur Font est également présent et demande « Je suis intéressé d'en savoir plus sur la portée humaine. » Chaque espèce a une manière unique de se déplacer. On peut en apprendre beaucoup sur une personne par sa façon de marcher et encore plus sur son espèce en observant sa façon de courir. Ce type est vraiment passionné par la cinématique. Le tapis roulant dont il dispose a l'air plutôt bien. Les tapis roulants ne sont pas des appareils très compliqués. Il s'agit essentiellement d'une large bande avec 2 moteurs rotatifs à chaque extrémité, mais ils doivent être assez solides, car ils sont conçus pour supporter le poids des ballons de football. Je ne sais pas pourquoi, mais pour celui-ci, ils ont même pris la peine de lui donner un aspect classique avec des rampes incurvées et des gravures dorées sur le boîtier. La bande elle-même porte même le logo de l'école, un cercle doré d'où sort une seule flèche, avec une étoile kitsch qui brille à son extrémité. Tout dans cette académie est un message. Je ne sais pas si je dois détester ça parce que c'est trop kitsch ou admirer les efforts qu'ils ont fournis. Pour l'instant, j'ai décidé de me concentrer sur la course, je commence, mais la police m'arrête. D'abord marcher, puis courir. Ah oui, c'est vrai, la porte. Il aurait dû le voir quand je suis entré, mais je suppose qu'il veut vraiment la regarder. Peu importe, Jem exécute. Intéressant, tes chaussures sont lestées? Wow, tu es perspicace, Doc. Je suis vraiment impressionné. Il hoche la tête d'un air sage. J'avais des soupçons quand je t'ai vu entrer ici il y a 2 jours et il y a quelques minutes, mais maintenant j'en suis certain. Vous bougez trop prudemment. Vous faites clairement un effort conscient pour lever les jambes normalement, comme si vous essayiez de ne pas heurter quelque chose. Oui, c'est à peu près ça, les chaussures sont lestées, mais avec la moitié de la gravité terrestre, c'est encore assez facile de lever trop fort accidentellement. Il faut lutter contre des années de mémoire musculaire juste pour marcher. Je vois, sortons de la chambre. Elle est équipée d'un cadran spécial pour la gravité artificielle, ce qui nous permettra de tester cela. Enlevez vos chaussures. Il fait signe aux 2 autres qui commencent à sortir certaines machines de la pièce afin que le changement de gravité ne les écrase pas. Les plus grosses machines sont bien sûr un peu plus résistantes et restent en place, y compris le tapis roulant. J'entends à nouveau la voix à nouveau, mais cette fois-ci par un haut-parleur et sans visage auquel associer la voix, ce qui renforce encore le sentiment d'être un sujet de test. J'augmente la gravité maintenant. Vous avez dit que la valeur par défaut de l'Académie est la moitié de celle de la Terre. Très bien, je vais la doubler alors. Comme par magie, je sens soudainement mon poids naturel revenir. Comme lorsque ma navette entre dans la zone d'influence du générateur de mon dortoir, privé lorsqu'il atterrit. C'est comme un ascenseur qui monte, comme si tout mon corps était comprimé s'enfonçait, mais c'est plus agréable. Vivre en permanence dans une gravité plus faible est inconfortable. Je m'y habitue un peu, je fais quelques petits sauts et je secoue les jambes pour que mon corps comprenne que nous sommes revenus à la normale. C'est intriguant, vous vivez vraiment comme ça? Cette gravité intense est plus fatigante que dans mon monde natal. La voix du professeur se fait à nouveau entendre pas beaucoup. J'avais entendu des rumeurs, mais c'était difficile à accepter. Surtout que je n'avais pas entendu parler de vos difficultés à marcher dans les couloirs de l'académie. La façon dont vous avez expliqué les chaussures m'a éclairé. Mais continuons. Enlevez les chaussures et marchez d'abord. Je le fais et c'est agréable. Pour une fois, je n'ai pas besoin de lever chaque pied avec précaution. Je peux vraiment marcher naturellement. Je n'ai presque pas besoin d'y penser, on peut presque entendre le hochement de tête dans la voix de fond. Je comprends mieux maintenant. C'est ça des marches naturelles. Tu viens d'une lignée honorable, mais tu la rejettes. Tu t'efforces de ressembler à quelqu'un de basse extraction, mais tu luttes parce que ce n'est pas le cas en réalité.
Mince, je ne savais pas qu'il était thérapeute. Je pensais que le fait de dire que la démarche en dit long sur quelqu'un n'était qu'une métaphore. Maintenant, cours. Je passe de ma démarche détendue à celle d'un vrai chien. Mon rythme cardiaque s'accélère, mais aucun signe de lésion pour l'instant. La structure devient plus apparente à mesure qu'elle se tend. Je vois que le tissu de ton cœur est en grande partie involontaire et automatisé, ce qui n'est pas rare, mais le mécanisme est intrigant. Il s'agit moins d'une action cellulaire que d'un véritable dispositif mécanique. Des impulsions électriques régulières déclenchent sans cesse une contraction organique avec une poignée de récepteurs pour moduler l'impulsion. À mesure que ton sang s'appauvrit en oxygène en raison de la demande, l'impulsion s'accélère. Le simple fait de prélever l'oxygène de ton sang déclenche une accélération du rythme cardiaque, essentiellement alimentée par son propre besoin constant d'oxygène. Waouh! C'est fascinant. La police parle à nouveau. Ton espèce a maîtrisé l'utilisation de la gravité naturelle, un mécanisme très efficace qui permet à la chute de faire le plus gros du travail, contrairement à mon peuple qui doit constamment lutter contre les vents. Tu ne le sais peut-être pas à cause des chaussures magnétiques que nous utilisons dans la plupart des stations extraterrestres, mais nos pieds sont pointus et acérés, conçus pour s'enfoncer dans les couches profondes de neige pour nous ancrer. Nous poussons plus que nous ne tombons, mais votre peuple ne le fait pas, vous roulez simplement, endurant, chassant probablement l'homme une fois qu'il est dans son élément. Font à des idées incroyables. Je ne savais pas ça. Bon, vous avez besoin que je continue? J'ai fini de me remettre de cette première série de tests et j'ai mon premier vrai match de G-Ball dans quelques heures. Je les entends délibérer avant que Sofen ne donne la réponse finale. Non, ça ira merci de nous rendre service. Coolio, je vais y aller. J'ai un match à rattraper. Merci d'avoir suivi cet épisode et si vous aimez la série Sunspire, vous en trouverez d'autres ici. Est-ce qu'on enregistre toujours?